Bonjour, je suis Between the Books et dans cette vidéo nous allons découvrir le mythe de Daphné à travers le texte d'Ovide. Pour situer un peu les choses, cet extrait se situe au livre 1 des Métamorphoses, un long poème épique qui raconte des métamorphoses. L'auteur est Ovide, un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Passons maintenant au texte. Alors attention, pas de panique, même si vous ne comprenez rien au latin, ici vous allez tout comprendre. L'extrait commence au vers 490. Je ne m'attarde pas sur le fonctionnement des vers latins, ce qu'il faut retenir, c'est que cela ne fonctionne pas comme la poésie française. Chez les latins, pas de rime finale, mais une alternance codifiée de syllabes longues et de syllabes brèves. Fuebus amat, visaeque cupit conubia Daphnes, quodque cupit sperat, suaque illum oracula fallunt, utque leves stipulae demptis adolentur aristis, ut facibus saepes ardent, quas forte viator vel nimis admovit, vel iam sub luce reliquit, sic Deus in flammas abiit, sic pectore toto uritur et sterilem sperendo nutrit amorem. Spectat inornatus colo pendere capillos, et quid si commentur ait. Videt igne micantes sideribus similes oculos, videt oscula, quae non est vidice satis. Laudat digitosque manusque, brachiaque et nudos media plus parte lacertus. Si qua latent, meliora putat. Fugit ocior aura, illa levi neque ad aec revocantis verba restitit. Cependant, Apollon aime. Il a vu Daphné, il veut s'unir à elle. Il espère ce qu'il désire. Mais il a beau connaître l'avenir, cette science le trompe, et son espérance est vaine. Comme on voit s'embraser le chaume léger après la moisson, comme la flamme consume les haies lorsque la nuit le voyageur imprudent en approche son flambeau, ou lorsqu'il l'y jette au retour de l'aurore, ainsi s'embrase et brûle le cœur d'Apollon. Et l'espérance nourrit un amour que le succès ne doit point couronner. Il voit les cheveux de la nymphe flotter négligemment sur ses épaules. Et que serait-ce, dit-il, si l'art les avait arrangés? Il voit ses yeux briller comme des astres, il voit sa bouche vermeille, il sent que ce n'est pas assez de la voir. Il admire, et ses doigts, et ses mains, et ses bras plus que demi-nus. Et ce qu'il ne voit pas, son imagination l'embellit encore. Daphné fuit plus légère que le vent, et c'est en vain que le dieu cherche à la retenir par ce discours. L'extrait commence par la mise en scène de la passion du dieu Apollon. Penchons-nous d'abord sur le premier vers. Les noms des deux protagonistes sont placés à des endroits stratégiques. Ils encadrent le vers, mais sont aussi très éloignés, ce qui peut souligner la distance qui existe entre les deux. La passion est particulièrement présente par les deux mots amat, il aime, et cupit, il désire, que l'on retrouve deux fois. Rappelons que cupit est de la même famille que Cupidon, et ce n'est pas un hasard. Le thème de l'amour domine, et on retrouve le mot amorem, amour. Cet amour est du ressort de la passion, amour insufflé par Cupidon, incontrôlable, et donc marqué par les comparaisons successives sur le thème du feu destructeur. Cette passion destructrice est animée par l'espérance, vocabulaire qui encadre la comparaison filée du feu. Or, cet espoir, avant même que le récit ne commence, est présenté de façon négative. D'abord, Apollon, qui préside aux oracles, est trompé par ses propres oracles, soit oracula illum fallunt. C'est dire à quel point il est aveuglé par l'amour. Puis, le poète qualifie l'amour d'Apollon de sterilem, stérile, à cause de son espoir, sperendo, en espérant. Bref, dès le début de cette histoire, ça sent mauvais. Le poème quitte alors l'amour d'Apollon pour se porter sur l'objet de cet amour. Première chose que l'on peut noter, c'est que l'amour vient de la vue. Le champ lexical est très présent. On ne tombe pas amoureux en discutant ou en apprenant à connaître une jeune nymphe. Non, elle passe, on la voit et paf, on est amoureux. Cette conception de l'amour, qui passe par le regard, se trouvera aussi très souvent dans la poésie amoureuse de la Pléiade au XVIe siècle, chez Ronsard par exemple. Évidemment, ce que voit Apollon, c'est un corps. Il y a presque ici une énumération des parties du corps. On peut distinguer un léger mouvement descendant, de la tête au bras. Ces parties du corps, il les loue, laudate. Ce verbe latin a donné laudatif en français. Nous sommes bien dans le registre de l'éloge. Et là, Apollon devient
poète lyrique et célèbre le corps de sa bien-aimée, comme dans les blasons du XVIe siècle, des poèmes qui louent un élément du corps de la femme. Et évidemment, on retrouve la comparaison des yeux avec les étoiles. Cette louange du corps féminin se teinte d'érotisme. Les cheveux, on sait à quel point ils sont l'objet de fantasmes, ils sont dénoués, les bras dénudés. Mais surtout, il imagine les parties du corps dissimulées. On est là dans le paroxysme du désir. Pour séduire la nymphe qui s'enfuit, Apollon tente d'abord la stratégie du discours. Il est intéressant de noter la plasticité de la poésie latine. On passe d'une poésie du corps à une poésie de la parole. On introduit du discours argumentatif à l'intérieur d'un poème qui semble lyrique. Écoutons donc Apollon. Nymphe du Péné, je t'en conjure, arrête. Ce n'est pas un ennemi qui te poursuit. Arrête, nymphe, arrête. La brebis fuit le loup, la biche le lion. Devant l'aigle, la timide colombe vole épouvantée. Chacun fuit ses ennemis, mais c'est l'amour qui me précipite sur tes traces. Malheureux que je suis, prends garde de tomber, que ces épines ne blessent point tes pieds, que je ne sois pas pour toi une cause de douleur. Tu cours dans des sentiers difficiles et peu frayés. Ah, je t'en conjure, modère la rapidité de tes pas, je te suivrai moi-même plus lentement. Connais du moins l'amant qui t'adore. Ce n'est point un agreste habitant de ces montagnes, ce n'est point un pâtre rustique préposé à la garde des troupeaux. Tu ignores, imprudente, tu ne connais point celui que tu évites, et c'est pour cela que tu le fuis. Les peuples de Delphes, de Claros, de Ténédos, de Patara obéissent à mes lois. Jupiter est mon père, ils me doivent l'art d'unir aux accords de la lyre les accents de la voix. Mes flèches portent des coups inévitables. Mais il en est une plus infaillible encore, et c'est celle qui a blessé mon cœur. Je suis l'inventeur de la médecine. Le monde m'honore comme un dieu secourable et bienfaisant. La vertu des plantes m'est connue. Mais il n'en est point qui guérisse le mal que fait l'amour, et mon art, utile à tous les hommes, est, hélas, impuissant pour moi-même. Il en eût dit davantage, mais, emporté par l'effroi, Daphné, fuyant encore plus vite, n'entendait plus les discours qu'il avait commencés. Deux parties se distinguent dans ce discours. D'abord, Apollon reste dans le lyrisme et la plainte élégiaque. Il se plaint, le discours est très expressif, avec une forte présence de la première personne. On notera la comparaison démentie avec la chasse, et on la retiendra parce qu'elle reviendra par la suite. Deuxième stratégie, la présentation du prétendant. Sans jamais se nommer, puisqu'il pense ne pas en avoir besoin, Apollon va mettre en valeur son pouvoir et son ascendance. Il est d'ailleurs à noter qu'il se présente comme le maître de la poésie au sein même du poème. Il ne nuance que deux qualités. La flèche, qui est bien la cause de son malheur ici et qui fait référence à celle de Cupidon, dont il reconnaît explicitement la domination, et la médecine dépassée par la maladie d'amour. Mais le discours est un échec, et Daphné fuit de plus belle. Alors de nouveaux charmes frappent ses regards. Les vêtements légers de la nymphe flottaient au gré des vents, Zéphyr agitait mollement sa chevelure déployée et tout dans sa fuite ajoutait encore à sa beauté. Le jeune dieu renonce à se faire entendre des plaintes désormais frivoles. L'amour lui-même l'excite sur les traces de Daphné, il les suit d'un pas plus rapide, ainsi qu'un chien gaulois apercevant un lièvre dans la plaine s'élance rapidement après sa proie, dont la crainte hâte les pieds légers, il s'attache à ses pas, il croit déjà la tenir, et le cou tendu, allongé, semble mordre sa trace. Le timide animal, incertain s'il est pris, évite les morsures de son ennemi, et il échappe à la dent déjà prête à le saisir. Tels sont Apollon et Daphné, animés dans leur course rapide, l'un par l'espérance et l'autre par la crainte. Le dieu paraît voler, soutenu sur les ailes de l'amour. Il poursuit la nymphe sans relâche, il est déjà prêt à la saisir. Déjà son haleine brûlante agite ses cheveux flottants. Elle pâlit, épuisée par la rapidité d'une course aussi violente, et fixant les ondes du Péné. S'il est vrai, dit-elle, que les fleuves participent à la puissance des dieux, ô mon père, secourez-moi. Ô terre, ouvre-moi ton sein, ou détruis cette beauté qui me devient si funeste. L'échec redouble l'érotisme et le désir. Apollon abandonne le langage et, udque monebat amor ipse, comme l'amour l'engage à le faire, il se livre à la violence de sa passion. Contrairement à la première partie de son discours, Apollon devient chasseur au cours d'une longue comparaison très imagée. Cette métaphore souligne le danger et la violence de la poursuite et permet de glisser vers le point de vue de Daphné, qui avait été oubliée jusque-là pour n'être que fuite, que absence. Le pathétique de sa situation de victime, de proie,
est particulièrement clair sur la fin du passage, jusqu'à la prière finale qui demande la destruction de la beauté. Par beauté, figuram en latin, Daphné signale que c'est une question d'apparence, de physique, et que l'origine du désir est là. Elle demande donc la destruction de l'origine du désir par la transformation, mutando, dans le texte en latin. Voici maintenant la métamorphose en elle-même, et c'est là que s'exerce tout le talent d'Ovide. Vix prece finita torpor gravis occupat artus, mollia siguntur tenui praecordia libro, in fondem crines, in ramos brachia crescunt, pes modo tam velox pigris radicibus aeret, ora cacumen abet, remanet nitor unus in illa. En quoque fuebus amat, positaque in stipite dextra, sentit aduc trepidare novo sub cortice pectus, complexusque suis ramos ut membra lacertis, oscula dat ligno, refugit tamen oscula lignum. Qui Deus, at quoniam coniunx mea non potes esse, arbor eris certe, dixit, mea. Semper abebunt te coma, te quitarae, te nostrae, lore, faretrae. Tu docibus latiis aderis, cum laeta triumphum. Vox canet et visent longas capitolia pompas. Postibus Augustis aedem fidissima custos ante fores stabis. Mediamque tue bere quercum, utque meum inton sis caput, est juvenale capillis, tuquoque perpetuos semper gere frondis honores. Finierat paean. Factis modo laurea ramis annuit, utque caput visa est agitasse cacumen. À peine elle achevait cette prière, ses membres s'engourdissent. Une écorce légère presse son corps délicat, ses cheveux verdissent en feuillage, ses bras s'étendent en rameaux, ses pieds naguère si rapides se changent en racines et s'attachent à la terre, enfin les signes d'un arbre couronnent sa tête et en conservent tout l'éclat. Apollon l'aime encore. Il serre la tige de sa main, et sous sa nouvelle écorce il sent palpiter un cœur. Il embrasse ses rameaux comme des membres, il les couvre de baisers que l'arbre paraît refuser encore. Eh bien, dit le dieu, puisque tu ne peux plus être mon épouse, tu seras du moins l'arbre d'Apollon. Le laurier ornera désormais mes cheveux, ma lyre et mon carquois. Il parera le front des guerriers du Latium lorsque les chants d'allégresse célébreront leur triomphe et les suivront en pompe au Capitole. Tes rameaux, unis à ceux du chêne, protégeront l'entrée des palais de César. Et comme mes cheveux ne doivent jamais sentir les outrages du temps, tes feuilles aussi conserveront une éternelle verdure. Il dit, et le laurier, inclinant ses rameaux, parut témoigner sa reconnaissance et sa tête fut agitée d'un léger frémissement. La métamorphose est instantanée avec Vix qui ouvre le poème, qui ouvre le vers. Vix qui signifie à peine. Le corps, la figura, est l'objet de cette métamorphose en végétal. Et on voit le vocabulaire du corps devenir le vocabulaire du végétal. Progressivement, l'ordre corps végétal devient végétal corps, marquant ainsi une forme de disparition du corps de la nymphe. Chaque vers est une ou deux transformations, ce qui ajoute à la vivacité et à l'esthétique de la métamorphose. C'est donc le texte, la parole du poète qui va porter le mouvement à la place du corps qui courait jusque-là. En effet, lui va être gagné par une fixité progressive, comme le montre le vocabulaire. Cette opposition est très visible au vers 551, avec les antonymes velox, pigris, qui signifient respectivement rapide, inerte. À l'issue de cette métamorphose, l'opposition entre Apollon et Daphné autour de la notion du désir est encore très présente au vers 556. On note la reprise des mots oscula, qui signifie baiser, et lignum, ligno, qui signifie le bois, l'écorce. Mais on voit l'opposition dat, il donne, et refugit, elle refuse, mais qui est surtout un verbe de la même famille que fugio, fuir. Donc ça veut dire que jusque-là, Daphné continue sa fuite. Le dieu reprend alors la parole et s'approprie finalement Daphné sous sa nouvelle forme. La répétition du déterminant possessif mea
mea conjux, mea arbor est déjà parlante. Mais on observe ensuite que le te de la deuxième personne, donc te coma, te quitaree, te nostrae, faretrae, est toujours le COD du verbe habebunt. Ils auront, du verbe avoir. Il est donc bien ici question de possession. Le désir d'Apollon reste le même. Apollon cherche à posséder Daphné. Le propos glisse ensuite vers une explication étiologique, c'est-à-dire une explication des causes. Alors, des causes de l'usage du laurier dans les cérémonies du triomphe, ainsi que les causes du fait que les feuilles restent vertes. Et le tout finit sur une forme de consentement avec adnoit. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je tenais aussi à préciser deux choses. La première, c'est que je n'utilise pas de latin reconstitué à l'oral. Je lis le latin tel que je l'ai appris à l'école. Et la deuxième chose, c'est que ce contenu n'a pas pour vocation d'être parfait. Il est le reflet de ma propre analyse, il est forcément incomplet, maladroit et peut-être contient-il des erreurs. De toute façon, l'objectif n'est absolument pas d'être un cours de niveau universitaire ou même de niveau professionnel, mais il est surtout un moyen de partager ma passion pour le latin et puis pour la littérature antique, et j'espère avoir atteint mon but avec cette vidéo. Au revoir et à bientôt.